Bien, bonsoir. Nous sommes donc heureux d'accueillir Sylvain Maresca. Je vais dire quelques mots sur le travail de Sylvain. Et d'abord, il est professeur des universités au département de sociologie de Nantes. Il est auteur de quelques livres qui semblent avoir disparu. Non, ils sont là. Dont deux que j'ai ramenés. Ah ben c'est toi qui les utilisais comme cale. Ah ouais, d'accord. Donc un précis de photographie à l'usage des sociologues qu'il a écrit avec Michael Meyer en 2013. Et puis un livre basculé dans le numérique, les mutations du métier de photographe. En 2014, c'est la thématique que nous avons choisie pour ces séances automnales, une trilogie autour du portrait et notion de portrait social. On aura peut-être l'occasion de développer un peu cette question. On l'a intitulé, en tout cas cette séance, le portrait, le photographe et son modèle, trois mots qui sont assez intéressants et évidemment particulièrement liés. Et donc ce sont les relations entre ces trois mots, ces relations un peu complexes qu'il nous faudra un peu éclairer, démêler ce soir. Bien, bonsoir. Merci pour l'invitation déjà. Alors avant de répondre directement à la question, ça serait trop facile si j'y allais tout droit. Je voudrais insister sur un point qui est que moi je suis sociologue et donc j'aborde ces questions-là d'un point de vue sociologique. Et je vais même dire plus clairement pourquoi le portrait, moi ça m'intéresse. Le portrait, ça m'intéresse parce que c'est et quand je dis le portrait, je considère aussi bien le portrait dans la peinture que dans la photographie. Je pense qu'il est important de faire des liens entre les deux. La photographie s'inscrit dans la continuité du portrait peint et en même temps s'en affranchit. Ce qui m'intéresse dans le portrait, c'est que c'est une production visuelle, une production artistique qui se situe à la jonction entre l'art et la société. C'est-à-dire que, par définition, le portrait, c'est un peintre ou un photographe qui met son talent pictural au service d'un individu qui veut obtenir son image, son effigie. Bon. Donc il y a une commande, une demande d'un individu particulier, et il y a en face un professionnel de l'image qui va lui façonner une image qui puisse lui convenir. Et donc c'est pour les peintres ou pour les photographes qui pratiquent le portrait, c'est se situer exactement à la jonction entre leur domaine de compétences, leur domaine de prédilection, leur domaine de référence, de légitimité, qui est plutôt du côté de l'image et de l'art, et la demande sociale, la demande des individus qui, eux, obéissent à des motivations extrêmement variées, qui peuvent être très différentes les unes des autres, et qui peuvent être tout simplement d'avoir une image ressemblante d'eux, une image valorisante d'eux, sans qu'il y ait là-dedans forcément une attente de sublimation artistique. Et donc moi ça m'intéresse que ça soit des images comme ça qui sont à la jonction des deux, disons le monde de l'art d'un côté si vous voulez, la société de l'autre, et c'est aussi ça qui permet d'en proposer une approche sociologique. C'est quand même beaucoup plus difficile de faire la sociologie de l'abstraction, par exemple. Bon, c'est quand même, ça peut peut-être se faire, mais ça doit être assez osé quand même. Là, je me mets d'emblée sur un registre qui touche le domaine qu'étudie de préférence les sociologues, donc je suis à... Et donc ce qui va m'intéresser dans tout ça, c'est comment ça se fait, comment ça se fabrique, comment ça se négocie, comment se fait cette interaction entre cet individu qui veut une représentation et le peintre ou le photographe qui va lui en faire une, lui en proposer une. Bon. Et donc, dans les débuts du portrait, ce qui est intéressant dans les débuts du portrait, c'est que on voit cette interaction à l'œuvre tout de suite, et elle est pesante, cette interaction, parce que 1843, on est 4 ans après l'invention de la photographie, la pose est un temps extrêmement long,
c'est un artifice complet dans un studio, ça ne peut se faire que dans un studio, avec des verrières au-dessus, une lumière éclatante, sinon il n'y a rien à faire. Donc voilà, on ne peut pas imaginer du tout à cette époque-là que le portrait soit autre chose que le produit de cette interaction longue, contraignante, artificielle, entre un individu et le photographe. À cet égard, d'ailleurs, ça reprend ce qui a cours dans la peinture depuis longtemps, puisque les peintres faisaient poser leurs modèles. Mais dans beaucoup de cas, les peintres faisaient poser leurs modèles beaucoup moins longtemps, plusieurs fois éventuellement, mais pas avec la contrainte initiale que la photographie va imposer. Donc voilà, je pense que cette photographie, elle place d'emblée le portrait dans ce qu'il est, à savoir la relation directe, physique, entre un photographe et son modèle. Et par la suite, on verra que beaucoup de photographes, et en particulier des photographes qui vont vouloir affirmer leur originalité, leur créativité artistique, vont faire en sorte de se dépêtrer, de se dégager de cette relation obligée au modèle pour que leur portrait puisse être apprécié, valorisé, goûté comme des œuvres en tant que telles. Le portrait en particulier était extrêmement dépendant de conditions matérielles restrictives qui étaient d'avoir un accès direct à une source de lumière importante. Et ça générait aussi, d'une certaine manière, le prix que pouvait valoir un portrait et que pouvaient revendiquer les photographes, qui était que vous pouviez très bien prendre rendez-vous avec votre photographe pour vous faire photographier, et pour peu que le temps soit nuageux, vous étiez obligé de repartir, ça ne marchait pas, quoi. Donc voilà, il y avait une fragilité que ne connaissait pas la peinture, évidemment. Il y avait une fragilité dans le portrait, dans ses conditions de réalisation, qui pesait fortement dans le prix de ce type d'image. Là, ce qui, moi, me paraît intéressant dans cette image-là, c'est le décorum, l'artifice, les panneaux peints derrière lesquels on représentait les modèles aussi qui sont présentés, qui sont des modèles de portraits de peinture. Et il faut savoir que c'est une chose qu'on a du mal, nous, j'imagine, à concevoir aujourd'hui, c'est que la photographie était une image qui n'allait absolument pas de soi dans l'esprit des contemporains. Ça n'allait absolument pas de soi qu'on représente les gens dans un noir et blanc assez blafard. Il y avait d'ailleurs des peurs populaires qui redoutaient que quand on se faisait photographier, on était mort, forcément, parce qu'il n'y avait ni couleur, ni afflux de sang, ni aucun espace de vide. Donc on avait vraiment l'impression que les gens, c'était leur portrait mortuaire. Et ça a été très vite compensé, cette lacune-là, qui était une lacune tout à fait compréhensible dans l'esprit de l'époque, par la retouche, par le fait qu'on repeignait les photographies, qu'on repeignait les portraits, jusqu'à plutôt vers les années 1880, jusqu'à développer la production de tableaux de grand format, qui étaient en réalité des portraits photographiques complètement repeints. Et repeints à un point tel qu'on ne remarquait même plus que c'était des photographies en dessous. Donc on se servait en fait de la photographie comme l'équivalent de ce que les peintres utilisaient comme croquis. C'était le canevas qu'on avait en dessous et on repeignait par-dessus, parce que pour les gens, un vrai portrait, c'était un portrait peint, c'était pas un portrait photographique. Parce que la contradiction de la photographie, une fois qu'on est sorti du daguerréotype, l'image sur cuivre originelle, qui coûtait extrêmement cher, et qui coûtait même plus cher qu'un portrait peint, une fois qu'on est sorti de ça à partir des années 1850, qu'on fait de la photographie qui a beaucoup plus d'abattage et un coût moindre, le problème qui se pose, c'est que cette image qui du coup se dévalorise, comment peut-elle être respectable et donner une image respectable des modèles qui venaient se faire photographier? Et donc voilà, les photographes ont joué sur ça vous coûtera beaucoup moins cher que le portrait peint, mais on va quand même vous donner un air aussi respectable que dans un portrait peint.
D'où la peinture du fond, d'où la colonne en plat, d'où toutes ces choses-là. Et ça, c'était très répétitif, extrêmement répétitif. Mais de même que les portraits, je sais pas, les centaines de milliers de portraits peints du 19e siècle sont extrêmement répétitifs. C'est une époque où le costume l'emporte sur tout le reste, où il faut mettre en avant son état, il faut que ça soit reconnaissable, son office, son métier, sa situation, sa richesse. Et tout ça, c'était des conventions sociales très très strictes. Et donc voilà, tout le monde s'habillait en noir, tout le monde posait de la même façon, tout le monde... Donc voilà, l'uniformité sur laquelle vous insistez à juste titre, elle n'est pas que dans la photographie, elle est dans la galerie de portraits du 19e siècle, qui était, sauf exception, la répétition d'un modèle de respectabilité auquel tout le monde soit voulait, que tout le monde voulait convaincre, soit auquel tout le monde aspirait. Et il y a beaucoup de portraits qui étaient des portraits de la position auquel les gens qu'ils espéraient atteindre et qui n'était pas leur état réel. Il y a une part de dissimulation, il y a une part de mise en scène de soi. Mais tout ça, c'est effectivement un portrait très stéréotypé qui aura cours pour l'essentiel tout le long du 19e siècle. Alors voilà un exemple remarquable d'un photographe américain, Edward Steichen, qui est un des pionniers de la photographie artistique, photographie pictorialiste aux États-Unis, et qui il est très jeune, il reçoit la commande du portrait de J.P. Morgan, le fondateur de la banque, tristement célèbre récemment, J.P. Morgan, qui était un magnat de la finance, tout à fait conscient de son pouvoir dominant, de sa présence écrasante, etc. Et il vient poser, et donc il donne un temps très très court à Steichen pour faire l'image. Et Steichen, vraiment ça se passe pas bien du tout, et il supporte pas le personnage. Et donc au lieu de faire un portrait, tirer le portrait en atténuant tous les défauts physiques du personnage, qui avait un physique pas très avantageux, il va au contraire tirer le portrait, mais le plus cru possible. Et on voit les problèmes de peau du personnage, etc. Ce qui fait que quand il a montré le portrait à Morgan, il a piqué une crise monstre, Morgan. Il a déchiré le portrait, comme s'il supprimait l'image. Il n'avait pas compris qu'il y avait un négatif, mais bon, ça, on ne peut pas tout comprendre, la finance et la photographie. Des fois, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, il a jamais remis les pieds dans le studio. Et Steichen a fait exprès par la suite d'exposer ce portrait. Et c'est, à mon sens, là, un des premiers exemples où le photographe prend le pas sur le modèle. Alors bien sûr, il a perdu l'argent qu'on lui devait, ça d'accord, mais il a affirmé, ce qui sera bien sûr beaucoup plus récurrent par la suite, il a affirmé que celui qui faisait le portrait, c'est le photographe, quoi. Donc le modèle, ça lui plaît, tant mieux, ça lui plaît pas, tant pis. Et c'est un des premiers exemples tout à fait manifestes de rébellion du photographe contre le modèle et contre les exigences du modèle. Oui, alors, là, il y a faut peut-être dire rapidement, historiquement, l'histoire du sourire. C'est une convention extrêmement récente, hein, le sourire. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on ne sourit pas dans les portraits. C'est pas fait pour ça. Mais on ne sourit pas pour une raison précise, c'est qu'on ne fait pas quand même des portraits à tire-larigot. Et qu'il faut donc que le portrait c'est quand même quelque chose qui a vocation à immortaliser le personnage. Immortaliser, ça veut quand même dire que l'image va durer, et en particulier par exemple durer au-delà de la vie même du modèle. Et donc il faut que ça soit une image qui soit conforme à une certaine idée de la durée, du sérieux, de la conviction. Et le sourire, au contraire, c'est quelque chose qui exprime une joie passagère, donc c'est quelque chose de très fugitif, et on ne va pas construire une image durable de soi sur une émotion fugitive, quelle qu'elle soit d'ailleurs, le sourire ou la peine, enfin bref. Et c'est vraiment à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on va commencer à voir apparaître le sourire, et c'est dans les années 50-60 que ça va devenir la convention, en grande partie sous l'effet de la photographie de famille, oui, qui ne retenait que les instants heureux de la vie. Donc il fallait que ça se voie aussi, c'était les instants heureux de la vie. Donc voilà, on a une convention là qui se sépare d'une histoire très longue, et quand on regarde beaucoup des portraits officiels encore aujourd'hui, les gens ne sourient pas, parce que ce n'est pas du tout fait pour ça.
La photo de classe, c'est effectivement quelque chose d'assez normé depuis l'origine, puisque d'ailleurs c'est hérité de la photographie de régiment, hein, enfin de la photographie militaire. Donc c'est très... voilà, il faut que ça soit bien en forme. Ça a évolué quand même un peu, d'une part avec le sourire. Je parlais de sourire tout à l'heure, quand on prend les premières photos de classe dans les années 20, personne ne sourit, puis alors vraiment il n'y a pas intérêt. Et tous en blouse, pareil, alors ça donne une espèce de photo noire avec des petites têtes ovales qui se détachent de on ne sait pas de quoi. Bon, donc il y a eu après la diversification des vêtements, la couleur, le sourire. Ça a évolué beaucoup plus dans les petites classes aussi, où il y a des pauses parfois en extérieur ou sur les jeux dans la cour, ou etc. Enfin bref, bon, quelque chose de plus chouette, de plus vivant, enfin plus enfantin. Moi, le travail que je fais, c'est en grande partie un travail de seconde main à partir de ce que beaucoup d'historiens ont fait sur le portrait, que ce soit dans la peinture ou dans la photographie. Et donc, en se servant de leur travail, je découvre aussi des images de toutes sortes qui m'intéressent, pas forcément pour les mêmes motifs qu'eux, ou j'y vois pas forcément les mêmes motifs qu'eux. Et de cette manière-là, j'ai moi à disposition une iconothèque dans laquelle je puise pour les besoins de ce que je cherche les thèmes que je cherche à développer principalement. Mais c'est vrai que vous avez pu remarquer, et ça c'est peut-être aussi, je pense, pour certains d'entre vous, une frustration, mais ça je l'assume complètement, c'est que moi je m'intéresse davantage au mode de construction des images, à la façon dont elles sont produites, dans quel contexte, par qui, avec quelles contraintes, etc., qu'aux images elles-mêmes. Donc effectivement, c'est en ça où je n'ai pas du tout une approche d'historien de l'art ou d'historien de la photographie, ça non. Et si je m'intéresse aux formes, comme j'ai pu montrer dans les derniers exemples, c'est plus pour ces formes dans quelle mesure elles sont révélatrices de manières de faire différentes, ou de manières d'aborder le portrait différemment, ou de le faire évoluer vers des pratiques différentes. Donc voilà, moi je suis plus dans le contexte des images qu'à l'intérieur des images. Ça, je pense que vous l'avez perçu, plus ou moins agréablement. Je suis désolé. Moi, je suis assez incapable de dire quelque chose d'images dont je ne sais rien, dont je ne sais pas d'où elles viennent, comment elles ont été faites, etc. Et je prends par exemple juste l'exemple de Denis Rouvre, par exemple, qui a fait une exposition donc, récemment sur sa série sur les Français à Saint-Nazaire, et où j'ai été sollicité pour faire une conférence à partir de son travail. Moi, j'ai regardé effectivement ce qu'il faisait, les images qu'il faisait, mais je suis d'abord allé le rencontrer pour discuter avec lui de comment est-ce qu'il procédait, comment est-ce qu'il travaillait, quel était son rapport au modèle, pourquoi une série, enfin, etc. Parce que sinon, les images en tant que telles révèlent un minimum de choses sur la démarche qui est adoptée, mais on ne peut jamais vraiment savoir si c'est l'interprétation que soi-même on en fait, ou si c'est réellement la marque de l'intention du photographe, ou même le résultat par rapport à son intention de ce qu'il a réussi à faire, qui peut être aussi quelque chose d'assez décalé. Donc voilà, moi j'éprouve ce besoin à chaque fois d'en savoir plus et de connaître réellement les conditions de travail des gens et comment ils font pour produire leurs images, pour après pouvoir effectivement en dire quelque chose. Pour conclure,